Bien, nous poursuivons notre avancée dans le thème 3, chapitre 1 du programme d'histoire de seconde. Nous restons sur le renforcement du pouvoir royal et sa centralisation de plus en plus prononcée. Donc après avoir vu l'œuvre de Colbert dans un grand B, avec sa politique mercantilisme, dans un grand C, nous allons nous intéresser à la guerre, qui est un moyen pour les rois de conquérir des territoires et de les agglomérer à la nation, mais aussi c'est un moyen d'unifier la nation. Alors comme je vous l'ai mis dans le cours, ces guerres, devrais-je dire plutôt, parce qu'elles sont innombrables, hein, ces guerres permettent aux rois de conforter leur pouvoir et d'affirmer leur autorité. Euh, François Ier et son fils Henri II, par exemple, se sont engagés dans les guerres d'Italie, dont ils disputent le contrôle à l'empereur Charles Quint, avec par exemple la célèbre bataille de Marignan en 1515 pour une région qu'on appelle le Milanais, qui correspond grosso modo à une partie de la Lombardie, dont on a beaucoup parlé pendant l'épidémie de coronavirus, puisque c'était la région d'Italie qui a été la plus touchée, vous savez, avec la région de Bergame, par exemple, de Milan. Euh, D'Henri IV à Louis XV, les monarques vont encore sur les champs de bataille. Ils sont les chefs donc naturels de l'armée. Bon, évidemment, ils sont pas en tête hein, de l'armée, c'est pas eux qui se battent en sortant pour les premiers des rangs, mais ils mènent leurs armées sur les champs de bataille et ils les commandent en personne. Ceci va durer jusqu'à 1745, c'est-à-dire la moitié à peu près du règne de Louis XV. Ils se mettent donc en scène comme des rois guerriers victorieux et protecteurs, comme le fait Louis XIV, en faisant ériger des statues et peindre des portraits équestres à sa gloire, ce qu'on a pu voir lors de l'activité, et que vous pouvez voir ici, donc des portraits équestres, où le roi ici à droite est en position, quoi, du moins son cheval blanc se cabre, pardon. Ici, donc, des statues équestres, une statue équestre place des Vosges, à Paris, et puis également, il se fait représenter sur des pièces de monnaie, associées au dieu Mars, dieu guerrier, et dieu vengeur de la violation des traités. Euh, donc, on peut parler, hein, je le disais lors de la correction de l'activité, véritablement de propagande, en quelque sorte, en la personne, en l'incarnation du souverain roi, du souverain. Des auteurs également vont être pensionnés pour louer les mérites du roi, ce qui contribue à accroître son prestige. Donc pensionnés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une pension, c'est-à-dire un salaire. Par exemple, des auteurs extrêmement célèbres comme Corneille, Racine, ou le très célèbre Molière ont été pensionnés à un moment ou à un autre par le roi de France pour qu'il écrive des textes en son honneur et le mette en valeur. Mais vous comprenez bien évidemment que c'est du donnant-donnant. Je te donne de l'argent et en échange, eh bien, tu fais ma publicité. Voilà, c'est ce qu'on appelle pensionner des auteurs, des artistes. Alors ça va être le cas des gens qui écrivent, mais ça va être le cas des gens qui peignent, le cas des gens qui sculptent, donc tous ceux qui peuvent contribuer à glorifier le pouvoir royal. Alors la guerre permet d'étendre de territoires contrôlés par l'État, hein. Les régions périphériques du royaume, notamment au nord et à l'est, sont annexées par la guerre, comme vous pouviez le voir sur cette carte ici. Donc les régions périphériques de l'Alsace, de l'Artois, de la Franche-Comté, du Bugey, de la Lorraine, du Roussillon vont être progressivement agglomérées au territoire à la suite de traités ou de guerre. D'autres sont aussi ajoutés à la couronne par des mariages royaux, comme ça va être le cas de la Lorraine, et d'autres enfin vont être achetés, comme la Corse en 1768 à la République génoise. Donc, si vous regardez la carte, hein, à la veille de la Révolution, on voit que l'hexagone, que vous connaissez aujourd'hui, hein, le nom qu'on donne à notre territoire, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, donc un hexagone, eh bien, on voit que cet hexagone français est en train de se dessiner. Les frontières naturelles ou non de la France vont être protégées par un ensemble de 150 fortifications, hein, que vous devinez, que vous voyez ici par des points. Donc 150 fortifications qui ont été construites par Vauban, selon ce modèle ici, qu'on appelle la ceinture de fer et qui sont là pour protéger le royaume.
Donc ces fortifications, hein, beaucoup sont encore visibles aujourd'hui. Vous avez la citadelle de Lille, vous avez par exemple sur l'île de Ré, ça doit être Saint-Palais de mémoire, vous avez Mont-Louis dans le Roussillon, vous avez de très nombreuses citadelles Vauban avec une architecture un peu caractéristique en forme d'étoile. Quand vous êtes vu du ciel, vous voyez, ça ressemble à une étoile. Parallèlement à l'extension territoriale et pour favoriser l'unification du territoire, tout en permettant de développer le commerce, va être mis en œuvre, pardon, le développement donc du réseau routier que vous pouvez voir à travers les principales routes qui sont présentes dans le royaume à la fin du XVIe siècle avec le trait continu et en pointillé, c'est celles qui sont construites au XVIIe et au XVIIIe. Et on voit que bien le royaume de France est de mieux en mieux connecté entre les villes secondaires et la capitale, bien entendu. Les liaisons bon, transversales, par exemple, pour aller de Poitiers à Lyon, sont encore rares, hein, ou pour aller de Bordeaux à Lyon, mais elles se développent. Et vous voyez qu'on a un réseau qui commence à être un peu en étoile, avec un cœur, un centre, qui est Paris. Chose qui s'est forcément accrue depuis, hein, puisque tous les autoroutes partent de Paris, par exemple, en France aujourd'hui. Euh, donc, ce réseau routier, son développement devient une priorité pour l'État royal, hein, car ça permettra, avec un réseau routier moderne, de développer le commerce. Et l'État royal crée ainsi en 1716 le corps des ponts et chaussées. Ce corps des ponts et chaussées, pardon, a pour objectif donc c'est lui qui gère toute la construction des routes, ce qui nécessite à l'époque, ce sont des routes hein, qui sont pavées, hein, ne sont pas goudronnées, donc d'avoir accès à des carrières de pierre, une très importante main-d'œuvre, etc., des terrassiers pour creuser les routes, etc. Donc les temps de trajet vont être ainsi réduits, certains territoires sont désenclavés. Donc les temps de trajet réduits, vous le voyez sur ce document, pardon, je vais y arriver. Donc les temps de trajet réduits, vous les avez ici, hein, je les ai mis également dans la correction de l'activité justement sur la guerre. On voit la différence de temps de trajet entre 1765 et 1780, et on voit que le temps de trajet, par exemple, pour faire un Paris-Toulouse, passe de 13 jours en 1765 à seulement 7 jours en 1780, c'est-à-dire un temps de trajet réduit par 2. Et vous voyez, par exemple, pour faire un Paris-Metz, il fallait 7 jours en 1765 contre 3 à peine en 1780. Alors évidemment, ça peut vous paraître immense hein, de se dire qu'il fallait faire 7 jours de trajet pour se rendre de Paris à Toulouse, mais évidemment, c'était des déplacements que l'on faisait dans le meilleur des cas à cheval, et évidemment pas en utilisant de l'essence, du gasoil, en utilisant des avions ou la voie ferrée. Donc les temps de trajet, les temps de déplacement étaient beaucoup plus longs qu'aujourd'hui. Donc réduire le temps, c'est aussi faire en sorte que le territoire soit moins enclavé et soit mieux relié à la capitale, Paris, puis Versailles à partir de 1682. Ensuite, les rois veulent faire de la France la première puissance européenne. Ça va être une constante hein, depuis François Ier, qui avait essayé d'être candidat au titre d'empereur, hein, qui finalement lui est passé entre guillemets sous le nez puisque c'est Charles Quint qui a été élu. Ces rois veulent faire de la France la première puissance européenne et au nom de ce qu'on appelle la raison d'État, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'intérêt de l'État est plus important que toute considération même morale ou religieuse, eh bien un roi comme Louis XIII ne va pas hésiter à s'allier avec des pays protestants, alors que lui-même évidemment est catholique, que son royaume est catholique, et ça va arriver à Louis XIII, par exemple, de s'allier avec l'Angleterre et les Provinces-Unies, c'est-à-dire l'ancêtre des Pays-Bas, alors qu'ils sont protestants, mais dans le but d'affaiblir l'Espagne catholique, qui est à l'époque l'ennemi prioritaire, entre guillemets, de Louis XIII. Louis XIV, lui, il va ensuite se retourner contre ses anciens alliés protestants, et pour la simple et bonne raison que l'Angleterre et les Provinces-Unies sont les principaux rivaux commerciaux de la France, et notamment ce sont des grandes rivales de ces compagnies maritimes qui vont être créées, qui ont été créées sous l'égide de Colbert. Outre l'extension territoriale du domaine royal, on l'a vu avec Colbert, un premier empire colonial apparaît. Donc, après les découvertes du XVIe siècle, ce premier empire colonial se consolide au XVIIe. Donc, il est formé de quoi? Il est formé de divers territoires en Amérique, comme la Nouvelle-France, par exemple, que vous pouvez voir sur cette carte.
Donc vous avez la Nouvelle-France avec le Québec et le Canada, une grande partie. Alors on parle de la Louisiane avec la Nouvelle-Orléans, mais en fait ça va presque jusqu'à la frontière du Canada. Donc on a ces territoires-là, on a les îles sucrières de Saint-Domingue, la Guadeloupe, la Martinique. On a dans l'océan Indien l'île Bourbon, qui était l'ancien nom de la Réunion. La France possède aussi des comptoirs en Inde à Chandernagore et Pondichéry, des comptoirs également sur la côte ouest de l'Afrique et notamment du Sénégal à Saint-Louis et à Gorée qui permettent d'amener des esclaves en Amérique. Et puis évidemment la Guyane aussi. Donc là, c'est un embryon d'empire colonial, c'est-à-dire un début d'empire colonial qui est en train de se développer pour la France. Euh, Cet empire sera largement démantelé après la guerre de Sept Ans, qui dure de 1756 à 1763, et notamment avec le traité de Paris en 1763, où une partie des colonies, notamment la partie canadienne, euh, sera cédée à la France, aux Britanniques. Pour se renforcer, l'État amorce une révolution militaire. Il se dote d'une marine de guerre, ce qu'on avait vu avec Colbert, et les armes à feu se font plus rapides à charger et plus maniables. Le problème, ça coûte plus cher. L'armée et la marine deviennent les premières administrations modernes, la discipline s'accroît, les effectifs augmentent, hein, ce qu'on avait pu voir sur ce document. Les effectifs s'accroissent, plus qu'on passe de 125 000 soldats engagés lors de la guerre de 30 ans à 390 000 lors de la guerre de succession d'Autriche, c'est-à-dire à la fin du règne de Louis XIV. Entre le début et la fin du règne de Louis XIV, l'armée a vu son effectif multiplié par 3. Euh, la discipline s'accroît, les effectifs augmentent, c'est vrai, mais le recrutement pose encore problème, ce qu'on avait pu voir également en étudiant ce document qui montrait que beaucoup de paysans étaient jugés pour s'être opposés au racolage, c'est-à-dire le recrutement de volontaires dans les campagnes, effectué souvent sous la contrainte. S'étaient opposés au recrutement de la milice, c'est-à-dire une armée de compléments constituée surtout de paysans tirés au sort, et surtout, il refusait de loger les gens de guerre, c'est-à-dire de loger les soldats, ce qui était une obligation à l'époque. Donc il y a de nombreuses résistances. Les populations littorales, donc celles des côtes, sont soumises à un service militaire qui est obligatoire. Ça devient une nouveauté. Ils doivent donc servir dans la marine. Puis ils devront aussi servir dans l'infanterie, c'est-à-dire l'infanterie, ce sont les soldats qui se déplacent, qui combattent à pied. Alors cette marine se dote d'arsenaux. Un arsenal, hein, singulier arsenal, c'est une base de la marine de guerre qui est liée avec des entreprises d'État, notamment pour la construction des navires, des canons. Donc on parle d'un arsenal. Donc ces arsenaux, vous en trouvez à Brest, Rochefort pour la côte atlantique et Toulon pour la côte méditerranéenne. Les guerres qui sont nombreuses et longues, donc la guerre de succession d'Espagne, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la guerre de Sept Ans, elles nécessitent le développement d'armées permanentes. En 1688, chaque village doit fournir des soldats qui sont souvent tirés au sort, faute de volontaires. Au total, entre 1688 et 1715, ce sont plus d'1 million 2 pour être précis, de Français qui vont être mobilisés dans l'armée. Donc ça commence à être une armée massive. Donc pour financer ces guerres incessantes qui coûtent très cher, hein, 75% des dépenses du budget en 1690, il faut accroître les recettes et les impôts sont fortement augmentés. C'est le cas notamment de la taille, qui est le principal impôt direct, dont le montant triple en 1635, lorsque la France entre dans la guerre de 30 ans, ou de la gabelle, qui est un impôt sur le sel, un impôt indirect. Cette fiscalité est donc renforcée au service de la puissance, mais elle est très coûteuse, mais ces guerres sont très coûteuses et elles sont critiquées à l'intérieur du royaume, et la paix apparaît comme un idéal diplomatique désirable. Donc ces critiques, vous les retrouvez notamment dans ce texte du prêtre du diocèse de Limoges, Pierre Vachery, dont j'ai parlé lors de la correction de cette activité, et qui dénonce le comportement des soldats, le comportement qui rançonne, pille, viole, se comporte très mal vis-à-vis de la population chez qui il loge, ou la population des territoires qu'il traverse. Et quand je parle des soldats, je parle des soldats français. Il dénonce également le comportement des intendants, des commissaires qui représentent le roi et qui augmente sans cesse les impôts en détournant une partie au passage et faisant peser des impôts extrêmement lourds sur les populations, ce qui rend donc ces guerres extrêmement impopulaires et ces impôts vont, ne pas, ne, vont être insuffisants pour combler le déficit de la France.